Mesdames, Messieurs, une fois de plus, ravi de vous retrouver sur ces antennes de TV+. Voici le titre de votre 13h, le débat de cet après-midi. L'insécurité est de plus en plus grandissante dans la capitale gabonaise et ailleurs dans le pays. Les citoyens vivent en permanence avec la peur au ventre. Une semaine ne passe sans qu'on ne dénote un cas d'insécurité. Bienvenue à toutes et à tous. Pour comprendre ce phénomène, nous avons comme invité cet après-midi à ma droite, Mungengi Mafumbi, qui lui est éducateur en santé sexuelle, et à ma gauche, juste en face de lui, nous avons Monjo, qui lui est entrepreneur en hôtellerie. Messieurs, bon après-midi et bienvenue à ce 13h le débat. Merci. C'est un plaisir de vous avoir. On espère qu'avec vous, nous essaierons de remonter un peu et de comprendre les origines de ce phénomène. Mais avant, l'insécurité, comme je le disais, prend de l'ampleur à Libreville comme à l'intérieur du pays. C'est du moins ce qui ressort de plusieurs témoignages dans les rues, au quartier et au sein des administrations. Suivons ce reportage de Jessica Andjoa. C'est une problématique sans cesse grandissante, l'insécurité à Libreville. Braquage à main armée, viol, assassinat, cambriolage, agression des clients à bord des transports en commun. Une triste réalité qui crée la psychose chez plusieurs citoyens. Si le chômage pour certaines personnes est un élément primordial, d'autres raisons sont évoquées. Aujourd'hui, je vous assure qu'on a peur. On a peur, on se balade avec la peur au ventre. Même quand vous m'avez interpellé, du coup j'ai eu peur. Donc on ne sait pas d'où ça vient en fait. Donc c'est un peu ça, c'est de redéployer la police, multiplier les patrouilles. Contrairement aux années antérieures, je pense que l'insécurité a un peu pris plus d'ampleur. Et cela est visible, cela se constate par les bouches à oreille, ce qui se dit, les braquages et autres, y compris ce qu'on lit et voit dans les réseaux sociaux. Que nos autorités puissent mettre un accent là-dessus. La démarche d'aller dans un commissariat n'est pas quelque chose qui a porté du fruit, parce que le crime peut se passer. Moi je suis en Zengayon, le crime peut se passer au niveau de Montalier, le commissariat est au rond-point. Vous voyez la distance qu'il y a entre où je me fais braquer et où se passe la chose. Or s'il y a beaucoup des points où on peut avoir des policiers dans les quartiers, ça ferait qu'entre là où je me fais braquer, où je me fais agresser, et là où se trouve le poste le plus près, je peux facilement arriver. Donc il faudra multiplier les postes de checkpoint. Et surtout avoir les systèmes de police discrète ou de police civile. Aujourd'hui, fort est de constater que petits et grands, la tranche d'âge allant de 13 ans et bien plus, posent ces actes sans aucun remords. Des solutions que nous pouvons trouver à travers les autorités. Nous ne le dirons jamais assez. La sécurité est la première des libertés. Aussi, face à l'insécurité grandissante, tant à Libreville qu'à l'intérieur du pays, un engagement quotidien des forces de sécurité pour un maillage efficace du territoire devra être de mise. Pour ce, j'entends demander le renforcement de contrôle au point d'entrée du territoire national, avec une meilleure gestion des flux migratoires. La population gabonaise est donc exposée de jour comme de nuit, en vue de mettre en garde les auteurs malveillants et de lutter efficacement contre le phénomène d'insécurité. Beaucoup d'actions sont envisageables. De retour sur ce plateau avec nos invités dans ce 13h le débat. Mungengi Mafumbi, lui qui est éducateur en santé sexuelle, le Premier ministre l'a dit lors de sa déclaration générale, de sa politique générale au sein de l'hémicycle il y a quelques jours. Il a dit la sécurité la première des libertés. Est-ce qu'on est en sécurité à Libreville selon vous? Malheureusement, je dirais non. Malheureusement, les habitants de Libreville, en particulier ceux de Avia, Boulevard, PK, ne jouissent pas de cette liberté-là. C'est triste, mais c'est réel. Monsieur Monjo? Bon, moi je dirais par contre que jouir d'une liberté, les habitants de ces différents quartiers n'en jouissent pas à toutes les heures. En journée, on peut remarquer, c'est vrai qu'il y a des incidents, mais c'est contrôlé. Dans la nuit, si des gens sont aventure, il est nettement mieux. C'est crédible de savoir que ils pourront avoir
Ils pourront faire face à cette insécurité. Alors, tout à l'heure, vous avez cité les quartiers comme Rio, à Kankingele, et s'ajoutent encore d'autres quartiers. Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer le fait que c'est dans ces quartiers qu'on ressent beaucoup plus l'insécurité, c'est dans ces quartiers où il y a où la quiétude est à certaines heures, comme vous venez de le signifier, M. Mondjo? Bon, ces quartiers sont des quartiers où le plus souvent c'est la précarité qui domine. La précarité entraîne souvent quoi? Des parents qui sont le plus souvent absents parce qu'ils cherchent à rallier les deux bouts. Et des parents absents entraînent des enfants oisifs et à la merci du dehors, qui sont souvent exposés à des personnes malveillantes qui les entraîneront dans des situations ou à consommer des substances qui leur donneront des émotions ou une liberté d'agir sans prendre en compte les conséquences de leurs agissements. Oui. Et aujourd'hui, on peut remarquer dans certains carrefours, tels que Rio, la présence des forces de l'ordre. On peut passer des jours à Rio, en journée bien sûr, sans se faire arracher son téléphone, chose qui était quasiment impossible si on remonte quelques années en arrière. Alors, Monsieur Omongengi, vous êtes d'accord avec Monsieur Mondjo qui accuse un peu la précarité qui serait à l'origine de cette insécurité qui grandit de jour en jour dans des quartiers dits précaires, parce que quand on parle de Kingele, on parle de Rio, de Dragon et ainsi de suite. On comprend que ce sont des lieux où il y a une forte concentration de jeunes qui justement se livrent pas à l'oisiveté. Est-ce que justement la précarité peut être l'origine de ce phénomène? Oui, dans un premier temps, je dirais oui, mais dans un second, je dirais non. Pourquoi? Parce qu'on peut remarquer que la précarité, dans le Gabon, il en existe dans différentes villes. Mais lorsqu'on est à l'intérieur du pays, on ne ressent pas cette insécurité-là. Pourquoi? C'est dans les grandes villes. La première, pour moi ici, certes, l'économie, cette violence que ces communautés-là subissent dû au manque d'économie, ok, je suis d'accord. Mais on ne peut pas tout mettre sur le dos de la précarité. Non, c'est pas possible. Le problème ici, c'est les mesures d'accompagnement. Par exemple, à VIA. On reste à VIA. Parce que moi-même, vous êtes un jeune. Ces jeunes la VIA, et tout à l'heure, vous parlez de l'oisivité. Il n'y a pas de stade. En fait, il n'y a quasiment rien pour les jeunes d'AVIA. Est-ce que l'insécurité dans Libreville est le plus souvent occasionnée par des jeunes scolarisés ou par des jeunes déscolarisés? Vous habitez des différents quartiers. Est-ce que dans vos quartiers, vous ressentez d'abord cette insécurité? Est-ce que vous circulez librement dans vos différents quartiers? Je commence par vous, Monsieur Mondjo. Bon, l'insécurité occasionnée par des jeunes non scolarisés, oui, elle est fréquente, mais par des jeunes scolarisés aussi, oui. La preuve, c'est que l'année dernière, lorsqu'il y a eu la fouille des élèves à l'entrée des établissements, on a retrouvé des milliers d'armes blanches, des couteaux et consorts. Aujourd'hui, il y a un maillage, c'est-à-dire un mélange des jeunes scolarisés et non scolarisés. Ce sont, à la limite, je dirais, les fréquentations. C'est vrai, il y a l'oisivité, comme vous venez de le dire, mais l'oisivité ne justifie pas tout, parce que aujourd'hui, on va remarquer le taux d'échec s'élève un peu. On pratique, beaucoup d'enfants, au lieu d'étudier, ils sont dans la rue. Et à qui revient la responsabilité de contrôler ça? Ce n'est pas l'État qui le fera, ce sont les parents. Si un parent est démissionnaire, il ne va pas exiger de l'État de lui mettre un policier dans sa maison pour chercher où son enfant se trouve à 19 h. Si un enfant de 16 ans et il est 21 h, le père ou la mère ou les deux parents vont dormir, laissant un double de clés à un enfant de 13 ans, 14 ans, pour dire que quand il aura fini, il va rentrer. Je crois que c'est nous-mêmes qui devons nous remettre en cause pour pouvoir essayer de régulariser le comportement de nos enfants. Tout à l'heure, je demandais à M. Mungengi Manfumbi, dans votre quartier à Aveya, qu'est-ce qui se passe concrètement? Quelles sont les heures auxquelles ces jeunes peuvent représenter un danger pour les habitants de ce quartier ou bien ceux qui passent... Oui, j'ai envie de vous dire, monsieur, que malheureusement, à Aveya, il n'y a pas d'heure pour braquer, pour voler. Franchement, à Aveya, de 24 heures sur 24,
ils sont prêts à tous les coins de la route, de Rio jusqu'à VA1, VA2, jusqu'à Saint-Michel. Ces jeunes-là, on se demande souvent, mais ils ont du talent, mais pourquoi ce talent-là, ils le mettent au service, on va dire, du mal? Pourquoi? Mais parce qu'on n'arrive pas à leur encadrer. On n'arrive pas à leur encadrer. Et qui mieux que l'État pour encadrer ces jeunes-là? L'État, lorsqu'il s'agit de faire des campagnes, ils arrivent bien à réunir ces jeunes. Mais pourquoi pas réunir ces jeunes pour d'autres activités au quotidien, par exemple? Donc, tout à l'heure, M. Mondjo parlait du parent démissionnaire, oui, qui pourrait aussi contribuer à ce que, à ce que le jeune puisse se livrer à ce genre de pratiques. Par exemple. Oui, mais monsieur... Avant de parler de l'État, quelle est d'abord la responsabilité? Parce que les responsabilités se situent par échelle. Et prenons le cas du parent, par exemple. Oui. Monsieur Mombo, tout à l'heure, venait de dire que les parents, au quotidien, vont à leur occupation pour pouvoir nourrir les enfants. Ben ça, c'est le matin. Mais quand le parent donne le double de clés à un enfant de 13 ans et qui se retrouve dehors à 21h et qui parvient à rentrer à 1h incontrôlée du parent, là, ce n'est plus parce que le parent est en train de vouloir joindre le debout, sauf si sa pratique aussi un peu catholique. Oui, le parent ici a des limites vis-à-vis de la communauté. Les parents, franchement, sont limités. Ils arrivent à un niveau où ils disent que nos enfants nous dépassent. Mais entre nous, comment votre enfant va arriver à vous dépasser? Parce que l'enfant évolue. Et l'enfant étudie son environnement. La réalité que le parent a, la perception que le parent a, ce n'est pas la même que celle de l'enfant. Un enfant pense 2 fois, 3 fois plus vite que le parent. Et malheureusement, c'est la triste réalité. Moi, je ne serais pas d'accord avec cela, parce que la première cellule dans la société, c'est la famille. Si la famille, qui est responsable à 60% de son enfant, est incapable d'inculquer une éducation correcte, combien de parents aujourd'hui s'asseyent à 20h et regardent le journal télévisé avec leurs enfants? Combien de parents, nous, quand on était jeunes, à midi, peut-être on ne pourra pas parce que papa ne sera pas là, mais à 20h, maman a fait le repas, tout le monde autour de la table. Ça permet aux parents de discuter avec son enfant et de voir comment son enfant évolue. Chose qui ne se fait plus aujourd'hui. L'État ne sera pas là pour rappeler ça à tous les parents. On met un enfant au monde, on en est responsable. S'il devient délinquant demain, on est les premiers responsables. Ça veut dire que quelque part on a échoué. Tout à l'heure vous parliez de suivre la télévision avec peut-être son enfant pour mieux discuter avec lui et peut-être comprendre un peu ce qui peut se passer dans sa tête. Et nous, ici, dans cette émission, nous allons chercher justement à comprendre c'est quoi les origines de cette insécurité, d'où ça vient, d'où ça provient, pourquoi est-ce que les jeunes se livrent de plus en plus à ces pratiques qui sont très peu catholiques et très peu recommandées. Notre reporter Jessica Ondjoa est allée vers un sociologue pour comprendre les raisons. Nous vous invitons à suivre. L'insécurité se traduit par différents actes. Ça peut être des actes d'incivilité, ça peut être des actes de vandalisme, des actes de vol, ça peut être des actes d'agression. C'est un peu tout ça qui alimente ce qu'on appelle l'insécurité de façon générale. Donc, l'insécurité, c'est vraiment une question d'abord de la superficie, de la grandeur de la ville. Parce qu'il y a plus d'insécurité, par exemple, à Libreville, qui est une grande ville, qu'à Bakumba, qui est une petite ville. Il y a plus d'insécurité, je pense, qu'il y a plus d'insécurité à Port-Gentil qu'à Modounou, vous comprenez? Donc plus une ville grandit et plus on voit se développer des phénomènes tels que l'insécurité, pas seulement la grandeur de la ville qui pose problème. C'est un ensemble de choses. La précarité peut amener à l'insécurité. Le fait que les gens vivent de plus en plus mal fait que ça donne à des actes délictueux, ça donne à des actes de violence, à des vols, à des braquages, parce que justement ils vivent mal. Le fait que les gens n'aient pas d'occupation, donc ça donne à certains actes répréhensibles. Je pense que l'absence de sanctions, de véritables sanctions,
encourage quelque part ces actes de vandalisme qui se répètent un peu trop souvent dans notre cité. Il y a aussi l'influence des médias aujourd'hui. L'influence des médias, parce que ces jeunes qui s'adonnent à ces actes-là, en général, ils regardent, ils veulent reproduire ce qu'ils voient peut-être à la télévision quelque part. Voilà. Donc les médias jouent un rôle de conscientisation, mais en même temps les médias contribuent d'une certaine façon à transmettre des messages qui ne sont pas toujours positifs. Alors, monsieur, vous avez suivi cette intervention d'Eric Ngema Eyi, qui est sociologue et enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo, qui nous donnait un peu les origines. Il parlait d'abord de la démographie qui est très importante à Libreville. Il y a une forte concentration de la population à Libreville. Il a parlé de la précarité, ce que vous aviez évoqué tout à l'heure, et il a parlé de l'influence des médias qui peuvent également pousser le jeune à peut-être mettre en pratique ce qu'il voit dans la télé, au travers de la télévision, des programmes que l'on diffuse un peu tous les jours. Alors, monsieur, est-ce que ces éléments que vient de citer Eric Ngema Eyi peuvent justement faire partir des éléments perturbateurs pour le jeune ou encore pour l'adolescent? Effectivement, la précarité, comme je l'ai dit précédemment, mais aussi les médias. Et j'irai même plus loin, les artistes. Je ne dis pas que ce qu'ils font est mauvais, mais aujourd'hui on a l'évolution, ou je peux dire l'émergence des artistes qui prônent, comment je peux dire, la délinquance en un mot. On tue quelqu'un. Le vandalisme et ainsi de suite. On dame l'achat. En fait, les jeunes se sentent à l'aise dedans puisque la musique leur décrit comment se comporter. Est-ce que ce n'est pas aussi une sorte de reconnaissance? Parce que quand je parle de reconnaissance, c'est que le jeune qui écoute cette musique se reconnaît un petit peu, ou bien reconnaît les pratiques qui se font dans leur quartier. Parce que la précarité, effectivement, elle est visible, elle est réelle. Ça, en n'ayant pas peur de le dire, oui. La précarité est visible, est réelle. Est-ce que quand on prend Kingele, on prend Dragon, on prend Aveya, on prend Rio, on prend partout où ces jeunes vivent de la précarité, cette chanson d'ailleurs que vous êtes en train d'évoquer connaissent un succès exponentiel dans ces zones-là. Effectivement. Donc, en fait, c'est pour dire que le rôle d'un artiste, c'est de sensibiliser, pas d'encourager dans la bêtise. Je ne dirais pas que je condamne ce qu'ils font. Ils vivent de ça, ok. Mais lorsqu'on va tuer quelqu'un, on dame l'achat, en fait, la personne est dans cette situation et ça la conforte. Si quelqu'un est encouragé dans ce qu'il fait, même si c'est mauvais, il est assis et il continue. Mais comment est-ce qu'on peut quand même justifier le fait, parce que la précarité, oui, on va mettre ça sur le dos de la précarité. Le jeune qui vit à Ngonje, par exemple, ou encore à la Sablière, ou à Glace, pour prendre un peu ces quartiers qui sont un peu huppés, mais on retrouve quand même des jeunes qui versent aussi dans ces pratiques. Est-ce qu'à partir de cet instant, le fils qui a un papa qui n'est peut-être pas nanti, mais qui est à l'abri du besoin, se retrouve, quand il a son fils qui se retrouve dans ce genre de pratique? Comment on peut expliquer ça, monsieur Mongengi Mafoumi? Bon, moi, l'explication que je pourrais donner ici, c'est la santé. La santé mentale, malheureusement. Et puisque, comme définit l'OMS, excusez-moi, la santé est un état complet de bien-être. Vous voyez? Malheureusement, ce que le sociologue dit est vrai. Mais on aurait aussi pu consulter un psychologue, un spécialiste en santé mentale. Parce que franchement, c'est comment on va expliquer qu'un enfant qui vit dans un luxe, comme vous venez de le dire, mais se retrouve dans les rues en train de faire du banditisme. Mais est-ce que monsieur Mondjo l'a dit, l'éducation peut-être de la rue, il expérimente son environnement, il a des amis par exemple qui habitent d'autres quartiers et ils se retrouvent le plus souvent ensemble, parce que ça, n'ayons pas peur de le dire aussi, à la sortie des classes, il y a des jeunes qui passent beaucoup plus de temps dans des bars que que peut-être à la maison ou encore à l'école. Est-ce que là, le fait de se retrouver avec d'autres personnes qui viennent d'ailleurs n'est pas aussi une source de motivation pour ce jeune qui a peut-être tout à la maison, de peut-être expérimenter ces pratiques qui sont très peu recommandables?
Mais on doit se poser la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, le banditisme n'est pas un mode de vie? Et tout à l'heure, vous venez d'énumérer les artistes. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, ces jeunes-là, pour eux, c'est une identité. Ça fait partie aujourd'hui de leur vie. Le braquage, le vol, le viol, c'est leur vie. Malheureusement, c'est triste. Mais on peut aller aujourd'hui à la prison et voir la prison des mineurs. On trouve des jeunes de 10 ans. Nous avons sensibilisé en 2019. Nous sommes allés à la prison centrale de Libreville, la prison des mineurs. Le plus jeune avait 9 ans. 9 ans. Entre nous. Comment on va expliquer cela? Donc, tout à l'heure aussi, M. Ricky Ngema-Eyi parlait des mesures fortes ou encore des sanctions fortes et qui pourraient peut-être dissuader ces jeunes. Si déjà un mineur de 9 ans se retrouve dans la prison pour mineur par rapport à un acte qu'il a eu à poser, est-ce que on pourrait encore parler de manque de sanctions de la part des gouvernements? D'où je reviens à ce que je disais précédemment. Les sanctions, l'État fait sa part. Il y a 2 acteurs principaux dans la hausse de l'insécurité, plus précisément orchestrée par les mineurs. Oui. Les parents et l'État. Si un passe le temps à jeter l'opprobre à l'autre, c'est-à-dire les parents, on ne va jamais trouver une solution. Les parents doivent prendre leurs responsabilités. L'État est en train de le faire déjà. Si on réussit à mettre un jeune de 10 ans en prison, ça veut dire que l'État essaie de sanctionner au maximum. Mais qu'est-ce que ces parents, les parents de cet enfant de 10 ans, qu'est-ce qu'ils ont pris comme résolution? Parce que demain, il va sortir, après avoir purgé sa peine. Qu'est-ce que les parents feront? Lui, là, il était en prison. Bon, moi, je peux plus. En tout cas, je m'occupe plus de lui. Il vit sa vie. Mais c'est un délinquant qui va continuer. On va remarquer dans nos quartiers. Moi, je suis un habitant des PK, plus précisément au PK 9, derrière l'hôpital militaire. Nous, quand un jeune sort de prison, à la limite, c'est comme s'il allait prendre son baptême. Quand il revient de prison, c'est maintenant lui le plus grand bandit. Et les parents, qu'est-ce qu'ils font face à ça? L'État a déjà commencé. S'il commet un autre délit, l'État va encore le sanctionner. Est-ce que l'État a mis en place des structures pour la réinsertion de ces mineurs ou encore de ces jeunes qui font la prison dans la société? Parce qu'il s'agit aussi de cela. C'est vrai que c'est une responsabilité de la part de l'État, même si les parents ont leur part de responsabilité également à jouer leur rôle, à jouer dans ce qui concerne la sensibilisation de leur progéniture. Le manque, par exemple, de centres de réinsertion, pour revenir un peu sur la question du jeune qui va en prison, qui ressort et c'est comme s'il avait pris son baptême et il se verse encore plus dans la délinquance. Est-ce que là aussi on ne pourrait pas, vous qui refusez qu'on puisse accuser l'État, est-ce que là aussi c'est pas une responsabilité de l'État? Je ne refuse pas qu'on puisse accuser l'État, c'est juste que je veux que l'on reconnaisse les efforts que l'État est en train de mettre en place. Exactement. L'État organise le plus souvent des discussions avec les partenaires sociaux. Vous venez d'évoquer quelque chose qui est très important, c'est-à-dire mettre en place des services de réinsertion des jeunes, et Dieu merci, dans la politique qui est mise en place, aujourd'hui nous avons des centres de formation. Parce que si un enfant de 10 ans va en prison, on ne connaît pas pour le délit qu'il est allé, s'il fait 9, 10 ans là-bas, il ressort, il a 20 ans. S'il avait 10 ans, c'est qu'il était à l'école primaire. Il n'y a qu'un centre de formation qui peut le réinsérer, et je crois que c'est la politique qui est mise en place. Juste que maintenant, aujourd'hui, grâce à ce journal télévisé, j'espère que les plus hautes autorités nous écouteront, comment chercher à mettre en place une cellule de réinsertion de ces jeunes, si ce n'est pas déjà fait. Tout à l'heure, vous étiez en train de parler, vous deux, monsieur, vous étiez en train de parler de la précarité qui doit forcément revenir dans une maison où le père ou encore la mère sont des personnes quasi inexistantes et que les enfants se retrouvent entre eux-mêmes. Pour revenir à l'expression que vous avez utilisée, mon fils ou bien ma fille m'a déjà dépassé, je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi faire. Est-ce que tout n'est pas faussé dès le départ? Tout à fait. Raison pour laquelle, à la base, moi, je dis que le problème, c'est l'État. Pourquoi? Parce que l'enseignant enseigne. Mais c'est pas l'État qui doit éduquer votre enfant, monsieur Mungengi. Un parent. Vous mettez au monde votre fils, vous devez l'élever, vous devez l'éduquer, vous devez le sensibiliser face aux mots qui minent la société pour qu'il ne verse pas justement dans ce genre de pratique. Si votre fils à 9 ans consomme de la cigarette, ou bien à 10 ans commence à fréquenter les débits des boissons et que vous laissez faire à partir de cet instant, est-ce qu'on accusera encore l'État? Non.
Mais lorsque un père de famille, par exemple, au chômage, la maman est quasiment femme au foyer. Au foyer, oui. Et les enfants vont à l'école, qui, malheureusement, à l'école, ils reçoivent une formation intellectuelle. Mais ils n'ont pas une éducation de base. Pourquoi? Parce que le père est démissionnaire. C'est pas parce qu'un parent est incapable de s'occuper de sa famille que l'État ne peut pas venir en aide. On voit dans d'autres pays le soutien de la communauté. Le problème, c'est communautaire. Si l'État mettait les moyens dans chaque communauté, à savoir les quartiers. À l'époque, il y avait des chambres d'écoute. Je me rappelle lorsqu'on grandissait, il y avait des places où des enfants pouvaient aller se retrouver dans des maisons d'accompagnement et tout le reste. Mais malheureusement, ça n'existe plus. Si l'État mettait en place ces mécanismes, je pense que même si le parent est incapable d'éduquer son enfant, l'État le suit tranquillement. Oui, monsieur, nous allons... Oui, allez-y très rapidement, monsieur Mondjo. Juste pour dire que je ne refuse pas que c'est une très bonne mesure d'accompagnement, mais on ne met pas au monde un enfant pour que demain, ce soit l'État qui s'en occupe. Si on va sur ce que vous voulez dire, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'État doit prendre l'engagement de faire le tour de tous les quartiers où des personnes n'arrivent pas à s'occuper de leurs enfants et prendre en charge cela. Il parle du parent qui se retrouve, par exemple, au chômage et qui n'arrive pas à assumer les charges de la maison, parce que on le vit aussi dans nos quartiers, ça il faut le dire. Le jeune, par exemple, qui sort le matin, qui revient avec 2 ou 3 baguettes de pain pour ses frères et sœurs, il devient d'une manière ou d'une autre l'homme de la maison, même si il y a un père qui est là, mais celui qui apporte, qui détient la bourse, c'est lui qui devient le père de la maison. Comment justifier ce fait-là? Si on ne doit pas mettre ça sur le dos de l'État qui peut-être n'a pas pu donner du travail au papa de ce dernier. Très rapidement, parce que nous allons passer à l'autre reportage. Okay. Aujourd'hui, il y a des programmes qui sont mis en place, dont le retour aux sources. C'est pas parce qu'il n'y a pas de travail à Libreville que tu peux pas aller faire des plantations chez toi. C'est trop facile. Bon, j'ai pas eu de boulot à Libreville, je m'assois, mon enfant va braquer, il va amener des morceaux de pain à la maison. Qui encourage ça? Aujourd'hui, il y a des politiques d'accompagnement aujourd'hui pour retourner aux sources, c'est-à-dire à l'agriculture. Pour avoir un terrain dans son village ou une parcelle pour faire des plantations, je ne crois pas qu'on paye ça au village. L'exode rural, c'est encourager justement le phénomène d'insécurité qui grandit. C'est l'une des solutions en tout cas, et comme nous sommes déjà dans les propositions de pistes de solutions, monsieur Mondjo et monsieur Mungengi, nous allons justement écouter l'homme de la rue qui a essayé tant bien que mal de faire des propositions en tant que des propositions de solutions pour lutter contre cette insécurité, parce que nous la vivons tous les jours, la psychose envahit les rues de Libreville, et dans ces pistes de solutions, monsieur Riking Gemaï, qui est le sociologue, il revient également. Moi, comme solution, c'est d'abord la réforme à la police. Parce que je me rappelle quand on était tout jeune, quand moi j'étais tout petit, on avait peur des policiers. Dès qu'on dit policier, directement, nous tous, on se met presque au garde-à-vous. Mais aujourd'hui, le policier qui est censé nous protéger, c'est-à-dire, ils ont, comment dire ça, il y a eu, pour moi, c'est la réforme. Je me dis, c'est à l'intérieur de la police ou de nos forces de sécurité où se trouve la solution. Ben écoutez, on dit souvent que l'eau chaude a été inventée et trouvée depuis longtemps. À l'époque, je pense que quand on grandissait, on avait la sécurité mobile en fait. Donc la police. Je pense qu'on a des agents formés, compétents. C'est de les mettre sur le terrain et de traquer tous ces bandits, afin que la population puisse circuler librement. Comme solution, ce que je veux proposer face au problème d'insécurité au Gabon, c'est déjà que nos autorités puissent mettre un accent là-dessus, qu'ils puissent déployer plus d'agents pour veiller à ce que nos jeunes frères qui se lancent dans la délinquance, que les agents puissent les dissuader. Et je pense aussi que l'insécurité peut être due à un peu d'oisiveté. Si on peut mettre sur pied certaines structures qui puissent occuper les jeunes,
ça les permettrait au lieu d'aller braquer, s'occuper. Que ce soit créer des centres sociaux de formation pour les faire rêver, penser à un lendemain meilleur qui va mieux les garantir un avenir que de braquer. Il va falloir que chacun prenne sa responsabilité, c'est-à-dire que l'État doit être un peu plus rigoureux. L'État, c'est l'État qui donne des sanctions. La police doit faire son travail correctement, la justice doit faire son travail correctement. Les institutions telles que l'école doit faire son travail correctement, l'église aussi doit faire son travail, la famille aussi doit faire son travail, que chacun essaye de faire en sorte de conscientiser les jeunes, de les recadrer, de leur transmettre les bonnes valeurs. Alors, là, vous aviez écouté tout comme moi, messieurs, plusieurs solutions ont été proposées pour lutter contre cette insécurité, et plusieurs couches sociales ont été également énumérées, la police, les hommes religieux, la maison, comme vous étiez en train de le dire, l'État, et l'accent a été beaucoup plus mis sur la police. Est-ce qu'on doit dire qu'aujourd'hui, la police est démissionnaire face à cette situation, monsieur Mungengi? Oui, dans un premier temps, mais en même temps, la police en elle-même, elle ne peut pas tout faire. Par exemple, au boulevard, face à l'insécurité, les jeunes ont décidé de faire ce qu'ils ont appelé la police bangando. Une certaine heure, ils se retrouvaient, ils faisaient la veille. Et au bout de 1 ou 2 mois, les gens de ce quartier-là, ils vivaient paisiblement. Mais comme il fallait entretenir ces jeunes-là, les cotisations ne passaient pas, par exemple. Ça, c'est une solution. On n'a pas besoin là de la police. Là, il faut plutôt une mobilisation de la population elle-même pour la pouvoir communauté gérer elle-même dans sa localité. Alors, monsieur Mondjo, il y a quelqu'un qui a eu à dire dans cette proposition de solution que quand nous étions beaucoup plus petits, on avait peur de la police. Quand on parlait police, nous tous, on paniquait. Qu'est-ce qui peut expliquer le fait qu'aujourd'hui, la police ne fait plus peur? Est-ce que la police a perdu sa crédibilité dans la société? Bon, perdre sa crédibilité, je ne dirais pas, mais c'est certaines habitudes qui doivent être balayées du corps policier. C'est-à-dire, on a l'habitude de trouver des policiers dans des bars. Oui. Et j'invite les plus hauts gradés, si possible, à essayer de régulariser ça. Un policier en tenue doit comprendre que lorsqu'il porte l'uniforme, il représente tout le pays. S'il ne la respecte pas, nous devons le respecter. Et si un Gabonais voit un policier se livrer à des actes, on va dire, comme un Gabonais lambda, à la limite, on voit que c'est un humain comme nous tous. Et la peur qu'on avait pour les policiers va disparaître. Merci à vous, monsieur Mondjo. On retiendra de vous qu'il faut une certaine réforme au sein même de la police pour pouvoir crédibiliser ce corps qui, à l'époque, faisait peur aux plus petits. Parce que moi-même, je me souviens, quand on parlait de la police, j'allais me cacher sous le lit de ma mère parce qu'après, la police faisait effectivement peur. Mais vous, monsieur Mungengi Manfumbi, vous demandiez à ce qu'il puisse y avoir une certaine responsabilité sociétale ou responsabilité des uns des autres, en mettant en place une police de veille dans des différents quartiers, ce qui permettrait à ce que ces jeunes qui se versent dans ces pratiques soient dissuadés au maximum, et même si la police doit encore avoir son rôle à jouer. Merci monsieur d'être passé sur ce plateau, ça a été un plaisir de vous avoir pour discuter un peu de cette situation d'insécurité que connaît Libreville et l'intérieur du pays, même si la forte concentration se trouve dans la capitale gabonaise. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés devant votre petit écran. Voilà, on se retrouve certainement lundi avec un autre thème et d'autres invités, mais pour l'instant, restez toujours en compagnie de nos programmes Facebook, Twitter, Instagram et YouTube.